Certains crimes ne ressemblent pas à des crimes. Et il y a cela deux raisons. La première, l'arme utilisée. Si le meurtrier se sert d'un revolver, d'un couteau, d'une corde, de poison, voire de ses mains nues, il laissera des traces plus ou moins visibles et les enquêteurs concluront sans difficulté à l'homicide. Mais quelques individus particulièrement machiavéliques s'ingénient à détourner les objets de la vie quotidienne pour en faire les plus insolites et les plus insoupçonnables des machines à tuer. Prenez par exemple l'arme, entre guillemets, de cette histoire. Quoi de plus banal, quoi de plus rassurant en apparence? La plupart d'entre nous l'utilisent plusieurs fois par jour, sans penser le moins du monde à un quelconque danger. Et pourtant, comme nous allons le voir, elle peut se transformer en un piège diabolique. Nous voici à la périphérie d'une grande ville, dans un de ces centres d'affaires aux tours immenses. Ici, on n'ouvre pas les fenêtres, il y a l'air conditionné. On ne monte pas les escaliers, on prend l'ascenseur. On n'ouvre pas les portes, c'est votre badge qui le fait. La vestale de ce temple, c'est Bérénice Pionnier. Depuis plus de 10 ans, elle est responsable de la sécurité de la tour du lever. Bérénice est enceinte de 7 mois. Elle attend des jumeaux. Elle compte les jours jusqu'à son départ. Mais des événements graves vont retarder son repos bien mérité. Voilà, c'est mon bureau. Ah oui. Bon, en 10 ans, j'ai jamais déménagé. 10 ans au 2e sous-sol. Bah, comme ça, pour la dératisation, je suis première là. Ah! Ce sont les jumeaux que vous attendiez au moment des faits? Eh oui. Lui, 2,5 kg à la naissance. Et lui, 2,7 kg. Ils m'en ont fait baver. Eric, Gaël, Eric? Eric, Gaël. Vous êtes très bien informés. Vous savez, les gens pensent que je suis insensible. Mais il faut dire, avec ce boulot, on est confronté à des trucs dingues. C'est par exemple le laveur de vitres qui fait son malaise sur une plateforme. Ou le petit cadre qui se coupe la langue en léchant une enveloppe et qui pisse du sang à gros bouillon et qui croit qu'il va mourir. Dans ces cas-là, il faut pas se laisser aller aux émotions. Bérénice connaît tout le monde dans la tour. Certains de ses collègues sont même devenus de vrais amis. C'est le cas d'Elena. Bérénice. Hey. Ça va, Ben? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça, c'est une caméra de surveillance. Un problème d'optique. Et comment vont les jumeaux? Ils bougent. Un véritable festival. Ils font la course pour savoir qui va sortir le premier. Ça continue, il va falloir qu'on prévoie une salle de sport. Bon, et toi, tu vas où? Je monte au 15e. Je vais voir le directeur commercial. Et après, on fait une petite fête pour célébrer un super contrat. Waouh, c'est bien ça. Tout a commencé le 5 mars 2002 au 15e étage. Paul Le Fur est directeur commercial de Securisoft, une société de sécurité informatique. 6 mois plus tôt, il a fait embaucher son frère cadet Jean, un petit génie des nouvelles technologies. On en est où, là, sur le dossier de la compagnie Talente? Tu sais, sur la surveillance centralisée? Je leur ai envoyé la démo et normalement, ils devraient nous donner leur avis d'ici vendredi. Ouais. Et c'est Rémi qui a fait la proposition budgétaire? Oui. D'accord, merci. Elena Barville est la directrice marketing de cette société. Elle a la trentaine rayonnante, fière de sa carrière et de sa liberté. Elle est consciente d'attirer les regards et ne se prive pas d'en user. J'envisage toujours toutes les possibilités, tu sais. Ce qui fait ton charme. Allier ma créativité. Excuse-moi. Il y a un truc à régler. Tu rejoins plus tard? Qu'est-ce qui te prend? Tu m'as même pas présenté. Je suis confus, tu vois. Tu crois qu'une femme comme Elena s'intéressera à toi? Tu te prends pour qui? Pourquoi tu me parles toujours comme si j'étais le vilain petit Oh, canard? je veux pas jouer les grands frères protecteurs à Vital. Hein. D'accord? Ouais, mais tu fais pas ça devant moi, c'est tout, quoi.
Paul, Oui. c'est toujours pareil. Bah, écoute, laisse-moi un peu faire ma vie. Hein, tu peux pas... Paul. Mais Paul. Tu me rejoindras quand tu seras calmé. Paul. Non, Paul. 15 étages et 2 sous-sols, en chute libre. Je suis pas médecin, mais je savais bien qu'il n'y avait plus grand-chose à faire. Le bureau de Paul était au bout du couloir, près des ascenseurs. Je passais tout le temps devant. Il me faisait des petits signes. Vous aviez quelle relation avec Paul Le Fur? Ah non, on n'était pas... Non. Disons que c'était prévu. Enfin, que ça aurait pu. Paul avait beaucoup de charme. Jean, je voulais vous dire, je suis absolument désolée de ce qui est arrivé à votre frère. Toutes mes condoléances. Merci. Bon courage. Jean est subjugué. Elena est venue lui parler, c'est la première fois. Trop timide pour s'adresser à elle, il met en place un système de surveillance informatique pour l'observer. Si j'en crois mes informations, c'est votre frère qui vous a fait rentrer dans la société Software Sécurité en tant que responsable informatique. Pourquoi vous me posez la question, puisque vous le savez déjà? Ça a dû être terrible pour vous, la mort de votre frère. Vous vous entendiez bien avec lui? Ben oui. J'aimais mon frère parce que c'était mon frère. Pourquoi? Quand il a disparu, vous avez laissé libre cours à vos envies. Mais qu'est-ce que mon frère a à voir là-dedans? J'aimerais seulement comprendre comment vous avez procédé pour observer Elena Barville. Facile. Un jeu d'enfant. En une demi-heure, j'avais piraté le réseau de vidéosurveillance. Un jeu d'enfant très doué quand même. Et grâce à la vidéosurveillance, j'avais un œil en permanence dans le bureau d'Elena. Comme ça, elle ne pouvait pas m'échapper. L'enquête sur la mort accidentelle de Paul Le Fur piétine. Ma première réaction, c'était l'incompréhension. L'équipe de maintenance avait vérifié tous les circuits 15 jours plus tôt. Alors, bon, les hommes et les machines ne sont pas infaillibles, mais a priori, il n'y avait pas de problème. J'imagine que tout le monde vous est tombé sur le dos. Et qu'il était absolument aberrant de réutiliser les ascenseurs avant d'avoir trouvé la panne. Ah, vous pouvez le dire. Et tout ça à quelques jours de mon congé maternité. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là? Il faut trouver la panne, de toute urgence. Mais avant de faire le tour du circuit, je commence par rendre visite aux frères de la victime. Monsieur Le Fur? Bonjour. Je suis Bérénice Pionnier, en charge de l'enquête sur l'accident de votre frère. Je viens vous présenter mes condoléances et je voudrais avoir votre témoignage sur l'accident. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Je sais que vous étiez présent. Qu'avez-vous vu? Paul a appelé l'ascenseur. Les portes se sont ouvertes. Il est entré, mais l'ascenseur n'était plus là. Il a essayé de se raccrocher, mais c'était trop tard. D'accord. Il vous a paru bizarre? Oui. Enfin, sans plus. Il n'était pas très causant. Dans son bureau, j'avais l'impression d'être un gros chamallow dans une chambre froide. Enfin, il m'a donné la version des faits et que j'ai vérifié sur la vidéosurveillance. Et j'ai commencé à faire le tour de mes circuits. La consciencieuse Bérénice a tout passé au peigne fin. Elle a exploré de fond en comble tous ces systèmes très sophistiqués. Elle a vérifié ces réseaux très complexes. Rien n'a pu échapper à sa vigilance.
je vais vous expliquer. Tous les ascenseurs sont régis par une unité centrale qui optimise leur circulation et coupe les circuits en cas d'incendie, etc. Donc pour que les unités centrales aient des informations, il y a des capteurs un peu partout. Il suffit qu'il y en ait un qui grille. Et ce sont ces pièces-là qui étaient défectueuses. Oui, en fait j'ai découvert que sur une de ces pièces, un des fils était trop long. Donc il a été usé par frottement et il y a eu court-circuit. Évidemment, vous avez mis tout ça dans un rapport. Tout à fait. J'ai rédigé un rapport technique pour la police, les assureurs, etc. Et je suis allée déposer un exemplaire au frère de la victime. Un dossier rempli d'informations très précieuses pour Jean. Charles, c'est Léna. Je te dérange? Non, jamais. Que se passe-t-il? En fait, tu sais, Paul, de la direction commerciale, il est mort. Je sais pas pourquoi, c'est comme si ça... Oui. Ça va? Tu tiens le coup? Je sais plus. Je sais pas. Je sais plus où j'en suis. Tout s'embrouille. Faut que tu prennes un peu de recul. Prends un peu de temps pour toi. Je peux pas. J'ai la réunion des actionnaires. T'as un peu de temps cet après-midi? On pourrait peut-être descendre, marcher un peu et puis en parler. Peut-être. Je passe te prendre. Tout à l'heure. Deux accidents d'ascenseur en 3 jours. Paul et maintenant Charles. Drôle de coïncidence. La police est venue vous voir à son sujet. Oui, il voulait connaître son heure de sortie, d'après les informations contenues dans son badge. D'après son badge, il n'était jamais sorti des tours. Vous vous êtes douté de ce qui s'était passé? Appelez ça une intuition. J'ai senti comme une main glacée dans mon dos. Et je me suis mis aussitôt à crapahuter dans les sous-sols jusqu'à ce que je retrouve son corps. En ce qui concerne le deuxième accident d'ascenseur, Je devais aller au restaurant avec Charles après la présentation des résultats et il est jamais venu. J'ai appris sa mort 3 jours après. quel a été votre sentiment à ce moment-là? Je me suis dit que j'étais maudite. Comprenez-moi, 2 hommes de mon entourage meurent à quelques jours d'intervalle. Bon, ils étaient tous les deux en relation avec beaucoup de monde. Oui, mais tous les deux s'intéressaient à moi. Alors ça pouvait être une coïncidence ou pas. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit à la police. Et quelle a été leur réaction? Pour eux, c'était un problème de maintenance de l'ascenseur. Point final. J'ai tout revérifié, 10 fois, 20 fois. On m'appelait tout le temps, les assureurs, la police, les avocats. J'étais à bout de nerfs. Et votre rapport a démontré quoi? Après avoir tout démonté, testé, remonté, retesté, j'étais obligée de conclure qu'il n'y avait aucune pièce matérielle défectueuse. Et qu'est-ce que vous en avez tiré comme conclusion? Si c'était pas un problème mécanique, ça pouvait être un problème électronique
ou de liaison informatique, vu qu'ici tout est automatique. Est-ce que vous pourriez me parler de ce terrible accident d'ascenseur qui s'est produit quelques jours après la mort de votre frère? Mais vous savez déjà ce qui s'est passé. Oui, mais enfin, j'aimerais avoir votre point de vue sur la question. J'ai pas de point de vue sur la question. Et vous connaissiez cet homme? Vous aviez quelque chose à lui reprocher? Bon, écoutez, je crois qu'on va arrêter là. Au revoir, monsieur. Non, attendez. Écoutez, c'est incroyable ce que vous avez fait. J'aimerais comprendre comment l'ascenseur a pu tomber, alors que tout avait été vérifié, que la maintenance était sur les dents et que de toute façon... Vous avez rien compris. L'ascenseur n'est pas tombé. Il n'est pas venu. Comment ça, il n'est pas venu? Il n'est pas venu parce que je lui ai demandé de ne pas le faire. J'étais le maître du système. L'ascenseur a obéi à mes ordres. La belle Elena est l'objet de toutes les attentions de Jean. Il lui offre l'ordinateur portable de son frère Paul. Jean, c'est Elena Barville. J'ai bien reçu vos présents. Je voulais vous remercier de votre geste. Encore merci. Au revoir. J'emmène Elena au resto ce soir. Ah. Alors comme ça, t'as un ticket avec Elena? Non. Non, mais Petit cachotier. entre Elena et moi, c'est juste une histoire de connexion. Mais non, mais t'as raison. C'est tout à fait le genre de mec qu'il lui faut. Non, mais attends, il faut pas non plus. C'est pas. Tu vois? Ouais. T'es occupée là? D'accord. Ok. Bise. Je te laisse. Ok. Elena est ravie de ce cadeau. Elle est loin d'imaginer que c'est un cadeau empoisonné. Désormais, rien de la vie d'Elena ne peut échapper à Jean. Au bureau, chez elle, elle est sans cesse sous sa surveillance. Il peut même contrôler son ordinateur à distance. Vous n'aviez aucune raison de vous méfier. Ben non. Puis c'est difficile de refuser un cadeau sans avoir l'air grossier. Et surtout, il s'agissait de Paul. La semaine, et même le week-end, Jean ne quitte pas son écran d'ordinateur. Bonjour. Bonjour. Vous avez commandé une pizza végétarienne? Tout à fait, venez. Attendez, je vais chercher mon chéquier. Je sais plus. Je sais pas par là du tout. Je sais plus.
Pardon. Pardon. Excusez-moi. Je dois combien? Avec la livraison, 12,90 €. Je m'appelle Bastien. Qu'est-ce qu'une femme comme vous fait toute seule le dimanche chez elle? Et qu'est-ce qu'un homme comme vous fait en livreur de pizza? Ça, c'est une couverture. C'est pour rencontrer des femmes qui sont seules le dimanche. Si vous voulez d'autres pizzas, il y a le numéro sur le prospectus. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, je vous laisse le mien. Bon. Ben... merci. De rien. Au revoir. Au revoir. À bientôt, j'espère. Je connaissais même pas Elena. Il vient lui livrer une pizza et il lui laisse son numéro. C'est gonflé, en effet. Alors j'ai appelé la pizzeria et je leur ai dit que j'aimerais bien être livré par Bastien. Et la standardiste m'a dit « C'est pas possible, on peut pas choisir son livreur. » Et alors j'ai dit que j'étais un ami de Bastien et que je lui avais préparé une surprise pour son anniversaire. Mais il pouvait pas accepter. S'il était retenu plus longtemps, il pouvait plus travailler. J'ai insisté pour qu'on me l'envoie pour sa dernière livraison. Comme ça, il pourra rester avec nous et vous serez pas inquiets. Je leur ai dit, ils m'ont dit, bah, d'accord, c'est sympa. Mais Bastien n'avait pas de badge. Il pouvait pas monter dans la tour. Mais vous avez rien compris, hein? Je suis le maître de la tour. Vous avez pris connaissance de ce nouveau drame dans des conditions assez particulières. Je suis tombée sur le corps de ce pauvre garçon en faisant ma ronde dans les sous-sols. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez commencé à envisager que quelqu'un manipulait les ascenseurs pour commettre des meurtres? Il y avait beaucoup trop de coïncidences et pas d'explications. Je suis même arrivée à douter que le premier mort ait été victime d'un accident. Donc, vous avez fait part de vos doutes au commissaire du quartier. Et qu'est-ce qu'il vous a répondu? Il m'a pas pris au sérieux. Faut dire, ils ont pas l'habitude des homicides. Dans ce quartier de bureau, il se passe jamais grand-chose. Il a même été jusqu'à prétendre que j'inventais toute cette histoire parce que j'étais incapable de faire mon boulot correctement. Est-ce qu'il y avait des enjeux financiers à la clé? Il y avait des millions au niveau des assurances. C'est sûr que l'hypothèse d'un meurtrier dédouanait la sécurité de la tour et, par la même occasion, ma propre responsabilité. C'est vrai que ça arrangeait tout le monde. Hein. Ah bah c'est pourquoi il vous a pas cru. Ouais, et puis il a été même jusqu'à dire que c'était stupide parce qu'il n'y avait pas de mobile. Et donc, vous avez pris la décision de continuer votre propre enquête? Ouais. Bah, j'en ai fait une affaire personnelle. Mais j'avais pas le choix. Hein. La première chose que j'ai faite, c'est de regarder les images de vidéosurveillance. Et aucune trace du livreur de pizza.
Il n'était pas transparent, ce pauvre garçon que j'avais trouvé dans les sous-sols. S'il n'était pas sur la bande, c'est qu'on l'avait effacé. J'avais une nouvelle piste. Celle d'un expert en informatique capable de manipuler les images et les ascenseurs à distance. Sauf que la tour du lever contient 25 étages. En moyenne, 15 sociétés par étage et un responsable informatique par société. Ça nous fait au bas mot 375 suspects potentiels. En effet. Donc il fallait resserrer sur le profil des victimes et trouver un mobile. Mais là, j'ai un nouveau problème. Il n'y a aucun lien, a priori, entre Paul Le Fur, directeur commercial de Software Sécurité, Charles Lacroix, DRH de Viacomon, et Bastien Leclerc, livreur de pizza. Et vous en déduisez? Qu'il y a peut-être pas de lien, justement. Et que ces hommes sont peut-être morts par hasard, assassinés par un fou qui s'amuse à bidouiller les ascenseurs. Oui, mais dans quel but? De nuire à la société gestionnaire de la tour, ou de nuire à la société qui gère les ascenseurs, ou de me nuire à moi. Quand Elena arrive ce jour-là, l'ascenseur est condamné. Un nouvel accident s'est produit. Elle appelle Bérénice, qui lui apprend l'identité de la nouvelle victime. Qu'est-ce qui se passe avec ces ascenseurs? Quoi? Elena! Elena! Comment tu te sens? Le livreur de pizza. Bastien. Je le connais. Comment ça, tu le connais? Il est venu chez moi. Dimanche. Ça va? Respire. Allez, respire. Le troisième accident, c'était le livreur de pizza, c'est ça? Bastien. Il m'avait laissé son numéro. Il n'y avait aucun doute possible. Tous les morts tournaient autour de moi. Grâce à Elena, je tenais enfin un mobile. Il y avait quelqu'un derrière tout ça, quelqu'un qui voulait faire le vide autour d'elle. Donc, je lui ai demandé de faire la liste de tous les hommes susceptibles d'être jaloux. Et je lui ai conseillé de se barricader chez elle. Et moi, je suis retournée dans mon bureau avec la liste des jaloux potentiels. 75 noms que je devais croiser avec la liste des experts en informatique. Elena est perturbée par ces 3 accidents. Elle cherche à comprendre ce qui paraît inexplicable. Quand soudain, tout s'éclaire dans son esprit. Elena vient de comprendre la machination diabolique de Jean. Alors, elle cherche à joindre Bérénice. Mais elle n'y arrive pas. Bonjour, vous êtes bien sûr. Alors elle se précipite à la tour, réalisant que Bérénice est probablement en danger de mort. Jean comprend qu'il vient d'être démasqué.
Vous l'avez échappé belle. Vous pouvez le dire. Et mes petits loups aussi. On a attaché le type à un câble. J'ai aussitôt prévenu la police. Eux, ils ont trouvé dans le bureau de Jean Le Fur toutes les traces de sa culpabilité. Dans son ordinateur? Tout à fait. En fait, ils ont trouvé des traces de ses recherches pour pénétrer le système de sécurité, des programmes qui l'alertaient quand Elena allumait son ordi, et tout un stock d'images vidéo de son domicile. Vous pourriez me parler d'Elena? Vous pourriez me parler d'Elena? Il a cherché à vous recontacter, non? Je sais pas comment il fait. Il inonde mes boîtes email de messages. De quel genre? Des messages d'amour. J'ai changé plusieurs fois d'adresse, mais chaque fois qu'il a accès à un ordinateur, il me retrouve. Oui, tout était réuni pour que cette terrible accumulation de crimes reste impunie. Des accidents d'ascenseur, il y en avait eu plusieurs peu avant cette affaire. Et pour l'opinion publique, c'était dans cette direction qu'il fallait chercher. On allait même dans la presse jusqu'à parler de scandale. D'autant que les mobiles de Jean, dans son esprit dérangé, étaient totalement indiscernables. Aucune volonté humaine n'était soupçonnable derrière les faits. Il ne pouvait s'agir, selon le point de vue qu'on adoptait, que de tragiques coïncidences ou de négligence coupable des divers responsables. En fait, le centre de tout était la passion de Jean pour l'informatique, qui l'occupait tout entier depuis des années et qui lui avait permis de réaliser cette extraordinaire machine criminelle. Mais elle était aussi le symptôme de son dérangement mental. Il arrive en effet que l'intérêt exclusif pour un domaine quelconque, au détriment de tout le reste, soit l'indice d'un déséquilibre pouvant aller, comme on vient de le voir, jusqu'au meurtre.